Benguet vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Salut, c'est Claude Issiard. Benguet, c'est l'émission Tout le monde. C'est programme toute pep. C'est l'émission de tout le monde. C'est un programme pour tous les peuples, pour toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionnent nos gens. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, restez fiers et si vous le pouvez, soyez des invités de Benguet. C'est toujours un beau, comment te dire, toi-même tu sais. Bonjour à tous et bienvenue dans Benguet, la vitrine des reçus de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont des références. À la deuxième partie, nous serons en compagnie de Richard Epesset, l'un des meilleurs bassistes du continent africain. Mais pour commencer, pour la première partie, nous allons tout de suite à la rencontre de Dominique Sopor, président de l'association SOS Racisme. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bienvenue dans Benguet. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je suis ravi d'être invité dans cette émission. Comment allez-vous? Très bien, c'est les vacances. C'est les vacances, oui, en tant que de mon professeur. métier d'enseignant, oui, mais pas les vacances associatives. Et alors, ça s'est bien passé pour vos élèves? Ils ont tous eu le bac et quasiment tous ont eu une mention. Donc, waouh! Très très bien. Mais félicitations. Merci. C'est surtout votre travail. À eux. Non, c'est aussi surtout le leur parce que souvent on dit que les jeunes travaillent moins, sont moins sérieux. C'est pas vrai du tout. Ils sont en plus soumis aujourd'hui à beaucoup de divertissements possibles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Oui, avec Internet et tout. Ils sont multi-sollicités et donc ils restent très sérieux et très concentrés sur leurs études, donc c'est très bien. Donc c'est eux qu'il faut féliciter. Mais vous aussi. Alors en tant que métisse, et je sais qu'il y a plusieurs professeurs qui rencontrent certaines difficultés à pouvoir se faire respecter, surtout en France, en Europe en général. Est-ce que la question se pose en ce qui vous concerne? Non, la question pour moi ne s'est jamais rencontrée, je dois dire, par rapport à mes élèves. Donc non, en même temps je suis dans un lycée on va dire, assez tranquille en termes de discipline. Peut-être que dans d'autres cadres ça se passerait différemment ou dans des milieux plus huppés éventuellement. Mais pour moi en tout cas je ne peux pas dire que cela a été une difficulté dans l'enseignement. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes professeur d'économie? Ça fait maintenant 7 ans que j'enseigne. 7 ans, d'accord. Et quel conseil pourriez-vous donner à tous ceux qui, parce qu'il y en a, vous le savez très bien, qui sont victimes de cette discrimination en tant que professeur. Les élèves peuvent ne pas les respecter parce qu'ils sont noirs ou métis. Quel conseil auriez-vous à leur donner à vos collègues professeurs? C'est toujours compliqué parce que les situations sont des situations souvent individuelles. Donc c'est compliqué de faire des conseils de nature générale sur des situations individuelles. Moi je pense que de toute façon, les élèves perçoivent aussi très bien ce que leur apporte un professeur et que lorsque il y a des tentatives de déstabilisation, puisque c'est aussi... on est aussi confronté à des âges où on teste les adultes. Il ne faut pas se laisser déstabiliser tout simplement. Vous savez, lorsque l'on est femme et que l'on est enseignante, on peut aussi être confronté à des comportements qui ne sont pas des comportements tout à fait agréables. Lorsque l'on est handicapé et qu'on est enseignant, on peut aussi être testé. Et donc finalement, tout ça renvoie à des préjugés que l'on peut avoir sur certaines catégories de la population. Est-ce qu'une femme peut être une bonne prof de maths, alors que c'est très associé tout ce qui est scientifique aux hommes? Est-ce qu'un handicapé peut être un bon prof tout court? Est-ce qu'un noir a le niveau d'intelligence suffisant pour pouvoir enseigner correctement une matière? Est-ce qu'il n'est pas un peu moins bon, voire beaucoup moins bon que les autres? Je pense qu'il faut être dans dans une forme d'exemplarité qui permet aussi de démonter les préjugés. Ça, c'est une posture de l'enseignant au quotidien et éventuellement de voir aussi
avec les collègues, avec l'établissement, lorsqu'on est confronté à une telle difficulté récurrente, comment il peut y avoir un travail dans l'établissement sur la question des préjugés, tout simplement, parce que c'est aussi le rôle de l'école de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir ce type de comportement, ou en tout cas lorsqu'ils sont constatés, eh bien, de les solutionner positivement. Vous êtes né en France. Est-ce que vous, en tant que métisse, je reviens toujours dessus, est-ce que vous avez vécu à l'école, à l'université, est-ce que vous avez été victime de racisme? J'ai été assez peu victime d'un racisme ouvert. J'ai déjà eu évidemment des remarques parfois désagréables sur retourne dans ton pays lorsque j'étais, je me souviens, à l'école primaire. Ceci étant, je dois dire que j'étais un très bon élève et que le fait d'un très bon élève est quand même assez protecteur par rapport à ce type de comportement. Et donc si ça peut pousser les personnes d'origine immigrée ou de couleur noire d'être meilleures que les autres, eh bien c'est dans cette voie aussi qu'il faut s'orienter. Ensuite, vous savez, la discrimination ou ce que les gens peuvent dire dans votre dos, vous ne le savez pas tout le temps, mais de façon ressentie et exprimée, ça m'est arrivé extrêmement peu dans le cadre de ma scolarité. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose, et qui montre quand même qu'en France, il y a aussi des enseignants, des institutions, une population qui n'est pas simplement dans l'agression vis-à-vis des Noirs ou des Métis, mais qui a aussi bien d'autres conceptions. On est aussi quand même dans un pays où il y a un énorme potentiel de fraternité, d'acceptation de l'autre, et c'est ce potentiel qui est un peu éteint aujourd'hui qu'il faut s'ingénier à réveiller. D'accord. Justement, en parlant de discrimination, donc on a recueilli certaines impressions micro-trottoirs et aussi on a quelques extraits de la FIP, l'association AFIP, vous connaissez? Oui, je connais très bien Carole Da Silva. Carole Da Silva, d'accord. Son travail. Oui, d'accord. Donc on a des extraits de la FIP et on vous laisse regarder. Et alors la deuxième nouvelle, ma chère Audrey, vous concerne directement. Je vous écoute. Je vous annonce officiellement que votre CDD sera renouvelé pour 6 mois. C'est également le temps nécessaire pour achever de former votre assistant, Julien, qui remplacera Daniel Martin dès que celui-ci sera prêt. Vous voyez que l'heure de nous quitter n'est pas arrivée. Si j'ai bonne mémoire, c'est le 4e CDD que... C'est un très bon signe, ma chère Audrey. L'essentiel, c'est que vous soyez encore parmi nous. Et puis c'est une raison de plus pour fêter ça le 29. Boîte vocale, je te salue. Dis à ton patron d'arrêter ses prières. Pas de CDI en vue, mais un CDD renouvelable. Dis-lui quand même que je l'aime. Ah, je te cherche partout. J'étais chez le boss. Tiens, regarde. Là, j'ai du mal en fait à formuler le questionnaire. Ici, ça fait 1 heure, je me torture l'esprit là. Julien, 2 mots-clés, cible et objectif. Tu peux continuer à te torturer l'esprit, j'arrive. Alors, avez-vous déjà été victime de discrimination à l'embauche? Non, concrètement non. Concrètement non. Pour l'instant, non. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que noir déjà, c'est sûr qu'on a notre vision par rapport à la chose. Mais c'est vrai que ce que j'en pense, je pense que c'est nettement ridicule parce qu'un pays a besoin de ses talents pour pouvoir avancer et quelle que soit la couleur de peau ou bien les origines ou les choses comme ça. Parce qu'avant tout, on reste des êtres humains capables de pouvoir penser, capables d'apporter des choses. J'ai déjà été embauché dans un fast-food. Malheureusement, après, c'est avéré que les managers, quelquefois, étaient un petit peu suspicieux et bizarres à l'encontre des Noirs et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une sorte de discrimination dans certaines entreprises. Ouais. Ah, vous n'avez qu'un bac plus 4, il fallait avoir un bac plus 5. Mais vous parlez que 4 langues, il vous en faut 5. Ah, vous parlez arabe, mais c'est le chinois qu'il nous faut. Donc, vraiment, je pense que quand il n'y aura plus lieu d'avoir ce genre d'arguments qui nous empêchent d'intégrer un poste, je pense que là, j'aurais gagné. C'est vrai que
La plupart, on était antillais, africains ou maghrébins. On a déjà essayé de revendiquer nos couleurs et tout, mais ça n'a jamais rien changé, donc honnêtement, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est vrai que la France a une grande richesse. La France est multiculturelle et elle devrait utiliser justement cette richesse qu'elle a pour pouvoir aller autre part, aller à un autre stade. Voilà. Je trouve que c'est un gâchis de compétences, parce que si on regarde les autres pays européens comme l'Angleterre, la Suède ou les autres, la France a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Et je trouve ça dommage, puisque c'est un pays riche, un pays aimé de tous les autres pays du monde, puisque en Afrique du Sud, lorsqu'on dit je viens de France, ils sont là, ils sont admiratifs, quoi. On n'est pas n'importe qui non plus, et ça sert à rien de nous traiter un petit peu comme des moins que rien quelquefois. Et voilà. Ils ne voient pas en moi un ingénieur, une personne peut-être capable de diriger, de manager des personnes. En moi, ils ne voient pas ça. Et c'est dommage. Bien évidemment, ma petite Laurence, il nous faut au minimum un 3e cycle avec une spécialisation en droit européen. Notre juriste doit parler couramment anglais, avoir 2 ou 3 ans d'expérience dans une maison de bonne réputation et d'excellente qualité relationnelle, ça me paraît indispensable. Donc vous me passez s'il le faut cette pile de CV au peigne fin. Je suis persuadée que le candidat idéal se cache dedans. Je compte sur vous. C'est comme si c'était déjà fait. Ah, Laurence. Oui, Madame Durand? Très important. Le candidat que nous recherchons, c'est également lui qui véhicule la bonne image de la maison. Pensez-y. Entrez. J'ai terminé, Madame Durand. Parfait, entrez. Alors, c'était pas bien compliqué. Alors, oui, non, oui, 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 et non. Oui, non, oui, oui, non, 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 oui, oui, non, oui, et non, 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 et non. C'est pas tout à fait ce que je vous avais demandé, hein. Enfin, j'ai vraiment essayé de clair. Pourtant, je vous ai dit que le juriste qu'on recherchait représentait la société à l'extérieur. C'est lui qui représente l'image de l'entreprise. Notre futur responsable des affaires européennes se cache dans cette pile, ma petite Laurence. Pas grave. Je suis désolé. Il n'y a pas mort d'homme. Je vous offre un café? Non, merci. On n'arrête pas de se croiser dans les couloirs, on s'est jamais présenté. Jérôme Marchal, chef de projet. Virginie Doundi, je travaille au service de la communication. Et vous êtes la stagiaire de Dominique? Je suis responsable de la communication institutionnelle. Donc, vous venez de voir tous ces extraits, ce micro-trottoir, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est symptomatique d'une réalité vécue malheureusement par des millions de personnes sur la base de leurs origines, de leur apparence physique. À SOS Racisme, nous avons beaucoup réorienté la lutte antiraciste justement sur la question des discriminations il y a de cela maintenant une quinzaine d'années. Notamment en utilisant la méthode du testing pour montrer qu'il y avait des discriminations. Depuis, beaucoup d'études ont eu lieu, notamment
des études statistiques pour regarder quelles étaient les probabilités de recevoir ou non une réponse à un CV qui est envoyé, pour regarder aussi les écarts de salaire à poste équivalent, pour regarder aussi les phénomènes de déclassement scolaire qui existent lorsque l'on est d'origine immigrée ou lorsque l'on est noir. Et donc c'est symptomatique d'une réalité vécue malheureusement par beaucoup de nos concitoyens. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution est-ce que vous pensez qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a une évolution? Alors c'est toujours très compliqué de parler d'évolution et de la spécifier pour une raison très simple, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui dans la même situation qu'il y a 20 ou 30 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ou 30 ans, ou même il y a 40 ou 50 ans, déjà il n'y avait pas de problème de chômage, donc il n'y avait pas de file d'attente. De toute façon, si un noir arrivait pour demander un emploi, on le prenait parce que quelque part il n'y avait pas de choix. Lorsqu'on est en situation de chômage, de fait, s'il y a le choix entre 10 candidats pour un seul poste, de fait là, les phénomènes discriminatoires vont commencer à se mettre en mouvement. Si on a le choix entre un blanc de centre-ville, une femme, quelqu'un qui habite dans un quartier, un handicapé, une personne de couleur noire, une personne d'origine maghrébine, de fait, les préjugés vont servir de guide, malheureusement, au choix de la personne. Eh bien, elle va évidemment jouer à plein, et je pense qu'aujourd'hui, on est encore à un verrou très puissant sur la question des postes à responsabilité, alors qu'on est face à des jeunes, ou même à des moins jeunes, qui pourraient prétendre justement occuper des postes à responsabilité. Justement, puisqu'il y en a qui sont diplômés, qui sont diplômés pour certains postes, mais ils sont obligés parce qu'ils cherchent, ils ont besoin de travail, ils sont obligés d'exercer, c'est pas un autre métier, qui n'ont même pas un rapport avec ce qu'ils ont fait, c'est leurs études. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle le déclassement scolaire, à savoir qu'on exerce un emploi qui est inférieur en qualification à la qualification qu'on a personnellement par le diplôme. Et ça c'est quand même frustrant. C'est une énorme frustration, d'autant plus, ce qui est souvent assez mal compris en France aujourd'hui, c'est que la génération de nos parents ou de nos grands-parents, qui étaient accueillis en France, puisque de fait c'était des migrants, pouvaient accepter beaucoup plus facilement la discrimination parce qu'il valait mieux vivre discriminé en France, souvent, que de vivre dans le pays d'origine pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Aujourd'hui, pour un jeune qui est né en France, ou une jeune qui est née en France, lui dire que c'est quand même mieux ici que dans son pays d'origine, mais non, puisque son pays, c'est la France. Donc, je pense que c'est très dur. Il faut... Écoutez, mais jusqu'à quand? Il faut toujours être optimiste et il faut toujours avoir la certitude que les combats menés sont des combats qui vont être remportés. Alors, que pensez-vous des CV anonymes? On a vu dans l'extrait, là, la personne qui trie les CV. Que pensez-vous des CV? Est-ce que c'est une solution? Alors, les CV anonymes sont une des revendications portées par SOS Racisme en 2006, qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une loi qui n'a jamais fait l'objet d'un décret d'application, donc qui n'est jamais rentré en fonction, et qui a été aboli ces derniers jours par le gouvernement, disant que bon, finalement il ne fallait pas mettre d'obligation sur les entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions technologiques, qu'aujourd'hui via Facebook, via les CV vidéo, peut-être que le CV anonyme n'est plus aussi pertinent comme une obligation générale qu'il y a 10 ans. Ceci étant, c'est une des méthodes qui devrait être gardée dans un panel d'obligations posées aux entreprises sur leur méthode de recrutement. Benguet vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Dominique Sopon, on sait que vous avez commencé à militer très très jeune, à l'âge de 19 ans, si je me trompe. Tout à fait, oui. Bah oui, je me suis engagé quand je suis venu sur Paris, dans le syndicalisme étudiant et à SOS Racisme. Quel a été le déclic?
Bon, le déclic, j'étais quelqu'un plutôt porté déjà sur la question politique et sur la question de l'engagement, en se disant que on ne peut pas simplement se plaindre que les choses ne vont pas, il faut aussi être acteur de la société dans laquelle on vit. Si on est simplement spectateur, qu'on regarde ce qui se passe, bon, finalement les choses ne changent pas, donc voilà, une envie d'égalité, une envie de liberté, de fraternité, conformément à la devise républicaine. Et la devise républicaine, elle existe si on la fait vivre. Alors, vous, en juin 2003, vous avez été nommé président de SOS Racisme pendant 9 ans. Oui. Vous avez arrêté Oui. Et vous êtes revenu 2 ans après. Pourquoi avoir arrêté? Bah, j'ai arrêté parce qu'au bout de 9 ans, c'est un peu ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, contrairement aux fantasmes qui peuvent exister, lorsque l'on est président de SOS Racisme, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et il n'y a aucune facilité. Je n'ai pas 12 secrétaires à ma disposition, je n'ai pas de voiture de fonction, je ne gagne pas beaucoup d'argent, puisque parfois les gens pensent que lorsqu'on passe à la télé, on a forcément un cachet, parce qu'on passe à la télé, tout ça n'existe pas, et que oui, c'est fatigant, et qu'il me semblait qu'il y avait une nouvelle phase qui s'ouvrait avec un nouveau pouvoir qui arrivait en place en 2012 avec l'élection de François Hollande et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et donc j'avais estimé qu'il fallait laisser la place et de fait la personne qui m'a succédé a arrêté au bout de 2 ans et on m'a rappelé dans la mesure où on est dans un contexte extrêmement compliqué, extrêmement tendu, assez lourd en France et que les gens ont estimé qu'il fallait une personne qui était immédiatement opérationnel pour continuer le combat. Et vous avez accepté? Quelles ont été vos motivations pour revenir? Bah, les motivations, c'est tout simplement que effectivement le combat il est très compliqué, que les arguments sur le fait qu'il fallait quelqu'un d'immédiatement opérationnel étaient des arguments qui étaient réels et qu'on ne peut pas se soustraire à ses responsabilités, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, après 9 ans, 11 ans à la tête de l'association SOS Racisme, quel bilan pouvez-vous établir? Un bilan sur quoi? Ça dépend. Sur les actions, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous êtes satisfait après une dizaine d'années? Bah, comment dire, c'est toujours compliqué à dire parce que on est toujours en partie satisfait et en partie insatisfait lorsque l'on est un militant. Notamment, une association comme SOS Racisme est une association qui, par exemple, a assez peu de moyens pour agir. Contrairement là aussi à toute une série de fantasmes, et que c'est quelque chose d'extrêmement frustrant parce que le problème en France sur le monde associatif, c'est que c'est un monde qui dépend beaucoup des financements des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics n'ont pas trop envie de voir se développer des organisations qui ont un côté un peu mouvementiste. Et donc les... c'est quoi, ils ont peur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez, je pense que de toute façon, la France n'a toujours pas purgé son rapport au colonialisme, qui est un rapport qui existe et qui est lié aussi à l'histoire de la République française, ce que l'on oublie souvent. Le grand empire colonial français, c'est la Troisième République, et que il faut bien comprendre que le colonialisme, c'est un lien d'inégalité. C'est un lien entre le colon ou la métropole et le colonisé. Et que la montée en puissance par le diplôme, par l'accès à la nationalité française des personnes anciennement colonisées, est quelque chose qui est regardé avec beaucoup de distance ou de peur même parfois par notamment les élites qui sont en place, parce qu'elles se disent mais finalement on va devoir partager le pouvoir, on va devoir partager les richesses, on va devoir partager les honneurs avec d'autres personnes dans la société, et donc ça met aussi un peu en péril leur mainmise finalement quasiment dynastique sur la société et sur le haut de la pyramide sociale. Et ça me fait penser, vous savez, au film Devine qui vient dîner, que vous devez connaître, dans lequel finalement on est face à des parents aux États-Unis qui prônent l'égalité, Martin Luther King, etc. Mais quand la fille ramène un noir à la maison, là les tensions commencent. Parce que c'est une chose de prôner l'égalité, c'en est une autre d'accepter toutes les conséquences de l'égalité, parce que oui, à la fin, l'égalité, c'est de la redistribution des richesses et du pouvoir. Mais ça, ça crée beaucoup de blocages, beaucoup de tensions, et donc il n'y a pas forcément envie
dans les élites françaises qu'il y ait ce changement majeur et ce saut qualitatif et même civilisationnel, si je puis dire, qui doit être pourtant, normalement, l'objectif de la République au regard de sa devise. Et ce manque de soutien, ce manque de moyens, ça ne vous décourage pas? Bon, écoutez, c'est fait pour... Quand vous savez que quelque chose est fait pour vous décourager, justement, c'est là où il faut trouver de l'énergie. Vous savez, est-ce qu'on connaît beaucoup de militants pour l'égalité qui ont eu leur action facilitée par les pouvoirs en place? C'est assez rare, je dois dire, sauf lorsque le pouvoir pense que tout ça va le servir et que tout ça peut être manipulé. Donc, non, ça ne me décourage pas, ça peut m'énerver parfois, même assez souvent au demeurant, mais non, il en faudrait plus pour me décourager. Et président des SOS Racisme, est-ce que c'est un mandat limité ou c'est indéterminé? Alors, c'est des mandats de 3 ans, donc entre 2 congrès. Ensuite, il n'y a pas de limitation dans le temps du nombre de mandats, même si de toute façon, comme je l'avais fait en 2012, il faut aussi savoir passer la main, parce qu'à un moment donné, il faut aussi laisser des nouvelles générations prendre le combat à leur charge, d'autant plus que ce sont des combats qui demandent beaucoup d'énergie, et qu'à un moment donné, on n'a pas non plus une énergie inépuisable lorsque l'on milite dans un contexte où, encore une fois, honnêtement, il n'y a pas de confort militant. Oui. Alors, on a parlé des États-Unis tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. On a vu récemment à l'actualité, malgré le combat, malgré l'optimisme qu'on peut avoir, il y a encore des assassinats récemment là, dans une église qui nous a fait vraiment mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que, vous savez, le racisme a ceci de spectaculaire que ça induit dans les sociétés une puissance classificatoire de la notion de race qui est spectaculaire. Et que, en fait, pour sortir du racisme et pour passer dans des sociétés, on pourrait dire, post-raciales, le chemin, il est encore long. La question n'est pas de savoir s'il y a encore du racisme. Oui, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore dans un siècle, il y en aura encore dans 2 siècles. La question est de savoir si on est sur un bon chemin ou non, si les choses s'améliorent ou non. Et est-ce qu'on est donc sur un bon chemin? Si on regarde sur le long terme, oui, on est sur un bon chemin. Enfin, quand on regarde la situation et la perception des personnes issues notamment de l'Empire colonial au moment des décolonisations et aujourd'hui, évidemment qu'il y a du progrès. Ceci étant, ce progrès n'est pas forcément linéaire. Et on voit bien aujourd'hui toute une série de tensions, notamment en France, une ambiance assez lourde, des problèmes qui n'ont pas été réglés et qui entraînent beaucoup de phénomènes de repli aussi dans les populations d'origine immigrée. Donc là, on est dans une phase qui est plutôt une phase assez dure, mais je suis quand même convaincu qu'on est dans des sociétés suffisamment intelligentes, suffisamment solides pour justement aller au-delà de ces tensions qui d'ailleurs paradoxalement viennent du fait qu'il y a une marche vers l'égalité. C'est quand il y a une marche vers l'égalité qu'il y a des tensions qui apparaissent jusqu'à ce qu'une rupture permette de passer à un autre stade. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, le combat pour l'égalité. Alors, je vais citer 3 noms de militants célèbres. Je vais demander à qui vous vous identifiez un petit peu. Nelson Mandela, Martin Luther King et Malcolm X. Alors, qui vous vous sentez un peu plus proche? De fait, je me sentirais le plus proche de Martin Luther King. Pourquoi? Parce que c'est un combat constamment sur la non-violence. C'est un combat qui consiste à vouloir faire basculer les États-Unis dans une société post-raciale. Donc oui, ce serait Martin Luther King, celui dont je me sentirais de façon évidente le plus proche. D'accord. Alors on va conclure avec un message de votre part. Est-ce que vous savez un mot en togolais ou oui, je connais quelques mots en togolais, même si je ne parle absolument pas le togolais. Juste un petit un message en togolais non, je pourrais et en pas faire français, une phrase. les deux. Non, je pourrais pas dire une phrase. Je dirais lafia. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire notamment merci. D'accord. Alors un autre message pour tous les téléspectateurs de Bengue. Le message que je pourrais délivrer, c'est que face à l'adversité, il ne faut jamais baisser les bras. Même si on ne voit pas tout le temps les résultats immédiats de ces actions, il faut toujours être convaincu que toutes les graines que l'on sème finissent toujours par germer. Merci Dominique Sopo. Merci à vous.
Mbengue, la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Reportage, invités prestigieux, avis partagés. I love it. I really enjoy it. Questions pertinentes. Mbengue, une émission conçue et présentée par Hortense Penda. Voilà, pour la deuxième partie, nous serons en compagnie, comme je l'ai dit dès le départ, de Richard Epessé, l'un des meilleurs bassistes du continent africain. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Mbengue. Merci. Alors, Richard Epessé, bassiste, auteur, compositeur, chanteur. Vous avez commencé dans l'ombre en tant que bassiste. Je connais un producteur qui aime à dire que quand on s'appelle Richard, on est forcément un bon bassiste. Et Yabekwedi, quand on s'appelle Richard, on est forcément un bon bassiste, comme Richard Bona, comme Richard Epessé. Oh, ben, je ne pense pas que s'appeler Richard. Il y a beaucoup d'autres bassistes qui s'appellent autrement et qui sont très bons. Oh, je pense qu'il m'aime bien. Oui. Ah, d'accord. Merci Yabé. Alors, vous êtes bassiste, auteur, compositeur et arrangeur et maintenant chanteur. Vous avez... chanteur, j'ai été. Ah bon? Mais vous avez longtemps évolué dans l'ombre en tant que bassiste. Oui, bien sûr, j'ai travaillé au service des autres pendant un bon moment. Oui. J'ai ressenti le besoin de sortir un peu de ce circuit-là. Donc auprès de Manu Dibango, Lokwa Kanza et bien d'autres. Donc quel a été le déclic pour passer à la chanson? Bah, on ne sait jamais quand le déclic se produit, mais enfin on ressent intérieurement le besoin de sortir un peu de ce monde parce que on entend ce que disent des gens. Hein. Les gens ont besoin de vous voir autrement que ce que vous faites. Et puis après, on a envie justement aussi, et je trouve que c'est normal d'ailleurs que de travailler un moment au service des autres et que de vouloir travailler pour soi. C'est ce que j'ai fait. Donc c'était pas votre besoin principalement, c'était parce que les autres vous mettaient un petit peu la pression, c'est ça? Non, parce qu'ils avaient envie de vous voir chanter? Pas du tout, mais moi j'essaie de rapprocher cela à un élève qui va à l'école, qui passe son bac, qui est étudiant après, et puis qui ressent le besoin de travailler maintenant pour être autonome, et c'est exactement la même chose. Donc vous êtes à la fois bassiste, arrangeur, compositeur. Quelle est la différence? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui se déclarent compositeurs, arrangeurs, on ne sait plus trop quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la différence entre arrangeur, compositeur, chanteur? Alors déjà, il faut dire que c'est une grâce parce que c'est pas donné à tout le monde que d'être auteur-compositeur. Il y a des artistes qui sont uniquement des interprètes. Donc, ils ont des auteurs et des compositeurs qui écrivent pour eux. Et puis il y a des arrangeurs aussi qui se chargent d'arranger justement ces œuvres-là. Mais moi je dirais
la grâce du Seigneur, parce que je retrouve toutes ces casquettes-là, mais c'est aussi le parcours de toutes ces années de travail, d'école, des cabarets, des rencontres, d'école même aussi musicale. Mais voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un bagage qui me permet justement d'avoir la casquette de l'arrangeur, que de savoir que là, il nous faut tel instrument à cet endroit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ci, pour que ça. Voilà. D'accord. Et être bassiste, ça a toujours été votre, je veux dire, c'est un peu votre domaine de prédilection, on va dire. Vous avez commencé à quel âge à jouer de la basse? Alors, j'arrive vraiment très tard à la musique, contrairement au parcours normal d'un enfant qui commence à 6 ans, à 10 ans au conservatoire. Le déclic de la basse arrive après 20 ans. Voilà, je n'ai pas envie de répéter une histoire que j'ai déjà racontée, mais en fait, je veux dire que au départ, je dirais même que c'est la musique qui vient en moi, parce que je n'avais vraiment pas ce sentiment-là lorsque j'étais adolescent, de devenir un musicien un jour. J'étais sportif, j'ai bien fait tout ce que les gens de mon âge faisaient à l'époque. Mais après, la musique arrive, et puis voilà, là, elle prend une grande place, et puis elle s'installe, la progression est rapide, et puis voilà, je sens en moi aussi qu'il y a quelque chose de musical qui habite en moi. Voilà. Et j'ai dit merci à la musique d'être venue. D'accord, ben on va regarder un de vos beaux clips qui a été tourné dans Paris. On regarde. Alors on vient de voir ce beau clip Mulatako, oui, qui a été tourné à Paris. Qui a été tourné à Paris en plein hiver. D'accord. Ça n'a pas l'air, mais c'était vraiment en plein hiver. De toute façon, c'est bien tourné, c'est bien réalisé. Merci. Donc Mulatako, pour ceux qui ne comprennent pas Douala, c'est-à-dire de quoi vous parlez exactement dans le Mulatako, c'est le rassemblement, l'unité entre les personnes, entre les peuples. Et dans cette chanson-là, justement, je fais appel à la générosité des peuples, à la solidarité même, plutôt que de critiquer, mais il faut savoir valoriser aussi. Ce qui n'est pas du commun de nos populations aujourd'hui. On est toujours critiqué, mais on ne sait pas valoriser ce que les gens font bien. Donc je fais appel justement à nous, hein, vous êtes concernés, je suis concerné, pour que nous sachions désormais dire que ce qu'Hortense fait, et bien que oh là là, Hortense fait, Hortense fait, voilà. Donc c'est vrai que moi je suis partisan de ceux qui disent du bien d'autres personnes, plutôt que de dire du mal. C'est pour sensibiliser un peu alors? Pardon? C'est pour sensibiliser un petit peu? Voilà, c'est pour sensibiliser bien évidemment. D'accord. Donc album à 14 titres. Pretty Love, c'est dédié à votre épouse? Pas spécialement. Elle aura une dédicace particulière
Elle en a même une, d'ailleurs, je ne vous dirai pas. Le Petit Love, c'est pas forcément une histoire d'amour directement sur quelqu'un. Mais j'avais envie de raconter, comme l'a raconté à une certaine époque, le papa Francis Bébé sur Roméo et Juliette, pas forcément son histoire. Donc, c'est peu ça. Petit Love, c'est ce bel amour que chacun a quelque part. Ça peut être un amour charnel, que ça peut être un amour amical, familial, fraternel. Oui, un amour tout court. Voilà. En tout cas, on fait un clin d'œil à Lady Ngoman, votre épouse, qui officie sur Télé Sud. Donc, cet album a 14 titres. En gros, de quoi vous parlez? Il y a 14 titres. Je vois Mouna, l'enfant, Suite, Naomi, Ando, mais enfin, en général, quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album? Les thèmes de la vie de tous les jours, de l'humanité, les thèmes de la société, les thèmes de justice, de l'histoire même que nous avons connue. Enfin, j'aborde un peu différents sujets. Hein. Je me porte quelquefois en conseiller de la jeunesse pour dire à la jeunesse que voilà, il y a des choses, que voilà, faites attention, il y a telle ou telle chose. Que, bon, je prends plusieurs positions dans cet album-là. Je n'ai pas un message unique, mais je vais sur plusieurs branches pour essayer de plusieurs thèmes. Voilà, plusieurs thèmes, voilà. Richard Epessa, on vous a vu récemment en duo avec Kaïssa Doumbé. Chanter en duo avec elle? Oui, bien sûr, c'est la première fois que je la connaissais, même pas avant de collaborer avec elle sur ce concert-là. On s'est connus juste après son passage à Paris l'année d'avant. C'est vrai que je la suis de loin, hein. Je la suis de loin quand je suis beaucoup d'artistes que je ne connais pas vraiment. Elle fait partie membre d'une famille de beaucoup de musiciens, d'artistes que je connais déjà pas mal. Et quels sont les autres bassistes ou artistes avec qui vous aimeriez collaborer? Je sais que vous avez déjà vu avec Manu Dibango, en duo aussi, dans un concert. Et quels sont les autres artistes? Moi, je suis très ouvert.
du moment que la collaboration est, je vais dire sympathique, elle est simple, elle est saine, je suis très ouvert. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que je voudrais collaborer avec un tel ou pas et un autre. Ce qui vient à moi, si ça convient à mes aspirations, je saurais le faire, naturellement. D'accord. Alors, sous ce autre rang, quels sont les autres bassistes ou artistes que vous appréciez? Tous ceux qui sont bons. C'est-à-dire par exemple? Vous les connaissez déjà, hein? Non, moi je ne les connais pas. Les musiciens ou les bassistes? Comme vous voulez, surtout les bassistes. Alors, les bassistes dans votre domaine, oui. ont la réputation. Même africains, pas seulement camerounais. Voilà, justement. Alors, les bassistes, j'en connais beaucoup dans le monde. Et c'est vrai que le Cameroun aujourd'hui a une réputation d'avoir les meilleurs, parmi les meilleurs. Je dis merci. Donc pour parler que des bassistes camerounais, je citerai mes compatriotes, qui se connaissent déjà, Souflemen, Istanguet, Chaloudin, Etienne Bapé, et beaucoup d'autres. Il y a même aussi une génération de bassistes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui n'est pas encore très médiatisée au Cameroun. Il y a de très bons d'ailleurs. Et je voudrais faire justement tant que vous me donnez l'occasion, un clin d'œil à mon frère et ami Arthur Manga, qui est un très bon bassiste aussi. D'accord. Et j'ai aussi pensé pour Frédéric Doumbé qui est aux États-Unis. Mais vous savez, la liste est longue. D'accord. Mais je n'oublie personne. Les Camerounais, les bassistes et les bons, vous les connaissez. Et des projets pour le Cameroun, votre pays Parce qu'en fait, on nous dit tout le temps, oui, les gens sont dans la diaspora, qu'est-ce qu'ils font pour leur pays? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des projets pour votre pays, le Cameroun? On a toujours des Pas seulement en tant que bassiste, en général, oui. On a toujours des projets pour le pays, mais j'estime que le pays ne sont pas assez pour nous. Ah bon? Mais oui, je trouve que le pays n'est pas assez, ne donne pas la latitude de s'exprimer librement, surtout pour nous les artistes qui vivons, nous les artistes de la diaspora. C'est difficile de monter un projet et de le mener à bien au Cameroun. Donc, moi, c'est la seule chose qui me pose problème. Mais cela dit, les projets, au-delà de la musique, il y en a toujours. Hein, parce que moi, j'aimerais apporter mon soutien, être partenaire, être, je dirais même parrain d'une association. Ah oui, c'est bien. Vous savez, les maladies qui sont difficiles à soigner. J'aimerais bien parrainer ces associations-là. Et il faut faciliter la vie à nous, les artistes qui vivent en Occident, pour que lorsqu'on a envie de présenter des projets pour notre pays, qui peuvent être des projets très porteurs, de nous faciliter la tâche, mais aussi de développer un système de rotation qui fait que, bon, voilà, il y a des artistes certes au Cameroun, mais il y a aussi des artistes qui vivent ici, qui ont besoin d'apporter une richesse au Cameroun, mais c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce que le système est un petit peu compliqué. Bon, voilà, moi je ne veux pas gouverner ceux qui gouvernent, mais je veux dire, il faut qu'on nous donne beaucoup d'espace, de moyens, de s'exprimer, d'apporter nos projets sans que ce soit compliqué. D'accord. Et en ce qui vous concerne, à quoi vous pensez? Mais artistiquement, déjà, je pense à un projet de grand concert au Cameroun. Parce que cet album n'a pas été véritablement présenté au Cameroun, grandeur nature, avec des musiciens qui viennent d'ici. Ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti. Oui, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, mais justement, c'est l'occasion de dire que c'est pas faute de n'avoir pas essayé, mais je voudrais que ça se fasse parce que les gens connaissent Richard Epessé en tant que bassiste qui a accompagné un tel ou un tel. Mais Richard Epessé aujourd'hui n'est plus celui-là. Richard Epessé est désormais chanteur aussi, auteur d'un album. Il n'y a pas que ça en fait, c'est tout un système, c'est toute une équipe qui est autour de moi et j'ai envie que les gens voient ce projet comme j'ai eu à le présenter ici à Paris l'année dernière à l'occasion du concert du Morning. Mais encore une fois, il faut en avoir les moyens matériels, d'organisation, de tout ce qu'il faut, les sponsors pour transporter sur tout ce beau monde et venir faire un beau spectacle au Cameroun. La musique camerounaise est un petit peu critiquée en ce moment, elle subit beaucoup de mélanges. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la musique camerounaise a beaucoup évolué, certes. Mais elle a surtout évolué dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu un peu cette richesse des textes.
La musique en elle-même n'est pas un problème, mais ce que ça véhicule qui est un problème. Oui, ben oui. Les clips qui sont traduits avec les danses en dessous de la ceinture, les textes qui sont un peu pervers, c'est ce que je déplore. Parce que moi, je suis militant de l'éducation pour la jeunesse. L'éducation, vraiment éduquer la jeunesse. Parce que je prends un exemple. Il faut des messages qui édifient et qui éduquent, qui enrichissent. Alors, si vous avez une génération, un enfant qui a 10 ans, ou on va dire un enfant qui a 5 ans, qui va voir un clip qui passe à la télé, qui est un peu de travers, on va dire. 20 ans plus tard, s'il n'a vu que ça, il va reproduire la même chose. Donc ça veut dire qu'on a pourri toute une génération, voire deux. Si vous regardez, nous, les musiciens d'aujourd'hui, de notre génération, on est l'héritage de ce qu'on a entendu. Je prends le cas de Francis Bébé, je prends le cas de Ebolatine, je prends le cas d'André Maritala et beaucoup d'autres. Donc, c'est ce qui est un problème aujourd'hui dans la musique camerounaise. La musique se doit d'évoluer, mais il faut qu'elle évolue dans le bon sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que je propose par exemple qu'il y ait une censure. D'accord. Une censure de certaines choses. Tout ne doit pas passer non plus. Oui. Hein? Parce que sinon, quoi, on perd toute une génération, on perd plusieurs générations. Donc, je propose encore qu'on remette la censure en place, comme on a eu les censures pour le cinéma, la censure pour les chansons. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On laisse tout passer. Et laisser tout passer dans porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est tout. En faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Donc, moi, je pense qu'on peut encore rattraper les choses aujourd'hui, mais encore une fois, il faut une vraie volonté politique. D'accord. Alors, merci Richard EPC. On va conclure, comme à l'accoutumée dans Bengué, on conclut avec un message en langue maternelle de votre part. C'est le doigt là, c'est le doigt là. C'est quelle langue? Bien évidemment. Alors, la Sambo n'a pas un peu ça dans mon délit. Mba, Richard EPC. Mon amboa. Na sombo n'y senya Cameroun. De na batapena amboa su Ndembo nyina loba atondi no abongo no pe ya ba sena bisobina libana banimboa dibongo no l'ode le paiement na biboloba boa benen. Voilà, tradition, c'est que je rends hommage à la population camerounaise en tant qu'enfant du pays. Et je ne finirai pas cette interview sans dire un grand bonjour à mon ami et frère Arthur Manga, très très bon bassiste qu'on ne connaît pas beaucoup. Et je dirais également la même chose pour Frédéric Doubert, Moulongo, qui a lieu. Merci. Le frère de Kaïssa Doumbé? Voilà. D'accord. Merci Richard EPC. C'est moi qui vous remercie. Bediwa Sona Bibel Nambasa Yesu Yesu Sungera biso bese Nombote vole Usabe numba Nanyangwa bese atatebwa Oidi miesa mukade sibe wolo Ediba mwese malongo longo Vomo kunyato bulu Molera mangeri Nyagwa Yesu Megele monyola mwanamba Nagazi tageti Mere banyana lobali totiwa Bengué vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude,
déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous téléspectateurs. Je tiens à remercier mon styliste Stadio B qui m'a confectionné cette jolie veste. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Mbengue. À très bientôt.